Je vais vous montrer ça. Ça, c'est très très bien. Ouais. C'est une pièce, donc, J'ai zoomé alors pour la voir. c'est une pièce de monnaie avec mon drapeau, armée de Beiyang. Le deuxième drapeau, c'est le drapeau du serment du 1er janvier 1912. Ouais. Il y a 5 bandes qui veut dire 5 races, les Wan, les Mandchous, les Tibétains, les Mongols, les Hui. Ce sont les 5 peuples différents, parce que le chinois, en fait, c'est pas une race, c'est différentes races. Et donc, le drapeau à 5 couleurs, c'est la réconciliation entre tous les peuples. Et le premier, c'est celui que vous avez vu que j'ai en main. Alors donc, cette pièce est éditée par le gouvernement provisoire. C'est une pièce de monnaie montée en bague. Ce qui est intéressant, c'est le cerceau qui est derrière. Regardez cet anneau de cuivre. Ça, il vient d'où? C'est ce qu'on appelle des cerceaux d'obus. C'est-à-dire que lorsque vous tirez au canon, vous avez donc l'obus est composé de plusieurs parties. Vous avez la douille qui contient la poudre pour expédier le projectile. Le projectile, c'est de la ferraille. Et pour ajuster le tir, vous avez au moins un cerceau comme ça en cuivre. Le cuivre est un métal mou. Et comme le canon maintenant est rayé, ça permet de stabiliser et de préciser le tir pour éviter que le boulet parte dans tous les sens. Et alors donc, quand l'obus est défectueux, ou peut-être par souvenir, ou simplement parce qu'il n'est pas du bon calibre, que faire d'un obus qui n'est pas du bon calibre? On récupère la poudre qui est dedans, c'est toujours très utile, et on récupère tout ce qu'on peut récupérer, le cuivre, on peut en faire des bouts de ceinturon. Et là, c'est un cerceau, donc un cerceau d'obus qui a été retiré et qui a été soudé sur une bague révolutionnaire. C'est impressionnant. Hein. Et vous l'avez par quel moyen? Ce genre de choses, c'est assez rare à trouver. On peut l'avoir soit par chance dans une brocante, c'est-à-dire quelqu'un qui a été dans les pays asiatiques et qui a ramené ça à l'époque où il était militaire au conseil d'ambassade, ou alors tout simplement dans le syndicat des étudiants en s'adressant à des Chinois, ce qui est mon cas. Mon père est directeur d'école supérieure, et donc dans son école, il y a toujours la moitié des étudiants qui sont d'origine étrangère, pour ne pas dire de nationalité étrangère. Il y a toujours des Chinois qui viennent, et donc comme ils s'entendent très très bien, et donc moi je les connais aussi évidemment, j'ai réussi donc à me procurer ces souvenirs qui est assez amusant. Et alors donc voilà, donc c'est assez intéressant, c'est une bague. Alors donc c'est pas parce qu'il a été nommé président le 1er janvier 1912 que tous les combats sont arrêtés. L'abdication c'est 2 mois après, et malgré ça, ça continue encore à se battre. Ça va durer jusqu'en 1928. Ça s'appelle l'expédition du Nord, quand Chiang Kai-shek se met en colère, décide d'essayer de punir un peu tous les warlords différents, les derniers royalistes, etc. Et donc cette bague est tout à fait révolutionnaire, parce que donc, les banquiers ont très bien vu qu'il était extrêmement intéressant de se mettre d'accord avec des révolutionnaires sympathiques qui ne sont pas communistes en plus. Voilà. Bon, ça c'est ainsi. Et donc je vais montrer les pattes de poule. Ça, c'est pareil, ça c'est un signe Warlord. Je ne me rappelle plus le nom exact. C'est une région militaire, ça se porte en broche. Et donc c'était mis sur la casquette ou sur la chemise. Par contre, Louise Michel, c'est pas dans le contexte. Ah oui, non, c'est mes idées, c'est la sympathie envers Louise Michel. C'est un petit bonus, quoi. Ah, cette pièce est intéressante. Pleine guerre civile aussi. Alors là encore, vous avez donc l'insigne de l'armée de Beiyang, le drapeau du serment du 1er janvier, 2 étoiles, qui a un code donc, de reconnaissance militaire, puisque donc, et puis aussi donc, les irréguliers, c'est-à-dire l'armée de Beiyang régulière et toutes les milices privées faites par les syndicats des étudiants. Et ici, très abîmé, le portrait non pas de Sun Yat-sen, mais il y avait un deal entre justement le docteur Sun Yat-sen et le fondateur de l'armée de Beiyang, c'est-à-dire le général Yan Shikai. Le général Yan Shikai, surnommé la vieille canaille, parce qu'il est un peu manipulateur. Bref, il commence à devenir indispensable le jour où
la famille royale a vraiment très peur des événements et se disent que ce serait intéressant d'arriver à contrôler une armée qui leur échappe et de faire revenir au pouvoir le vieux général Yann, qui en fait ne pense qu'à se venger puisqu'il a été jeté dehors alors qu'il était en pleine ascension. Il a été jeté dehors parce que justement l'armée de Beiyang devenait de plus en plus importante et en plus il y a une histoire de viol. Comme les soldats doivent être jeunes en bonne santé, il faut en plus qu'ils soient très mignons. Et il faut savoir que dans le théâtre chinois, les rôles sont tenus non pas par des femmes, mais de très beaux jeunes garçons. Un très beau jeune garçon efféminé, chez les Chinois, c'est considéré comme une vertu. En France, un très beau jeune garçon efféminé, il se fait casser la gueule, il se fait traiter de sale pédé. Chez le Chinois, c'est une sorte de dieu vivant. Et alors donc très admiré. Et on raconte donc que le général Yan Shikai, il a tellement admiré un jeune soldat que le jeune soldat il serait passé à la casserole. Le problème, c'est que le jeune soldat il a porté plainte, malgré l'argent, malgré les opérations chirurgicales, etc. Et que le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il vivra ça. Donc il a été viré de l'armée à cause de cette histoire-là. Et il s'est mis en colère parce que donc à chaque fois il a payé pour dédommager les jeunes gens. Et il ne voit pas pourquoi il s'est fait virer. Alors donc, à un moment où les autres ont besoin de lui parce que tout le monde panique face à la révolution, il va en profiter pour trahir la famille royale et faire un accord secret avec le docteur Sun Yat-sen. Et l'accord secret, c'est j'accepte que le docteur Sun Yat-sen devienne le premier président de la République le 1er janvier 1912, mais plusieurs mois après, selon l'accord secret avec le général Yan Shikai, Sun Yat-sen présente sa démission et fournit les pleins pouvoirs de président donc au général Yan Shikai parce qu'il a obtenu l'abdication de la famille royale en leur racontant toutes sortes d'atrocités liées à la Révolution française, notamment le génocide de Vendée, les massacres du général Carrier et bien sûr la célèbre guillotine à roulettes à Paris qui va changer de place régulièrement parce que tous les habitants s'en plaignent. À cette époque à Paris le sol n'est pas goudronné, il n'y a même pas de pavé par endroit. Alors donc quand on guillotine à tout va, il faut savoir que le sang humain répand une odeur atroce. Et alors donc comme il n'y a personne pour balayer ça, les habitants du quartier de la Concorde se mettent en colère. Alors on a trouvé la guillotine place de la Nation, place de la Nation, nous avons peut-être aussi là. Donc il s'est passé autrefois des horreurs. À l'époque de Robespierre, place de la Nation, il y a eu énormément de décapitations. Là encore c'est reparti pour un tour. Tous les habitants du quartier se mettent en colère. Et alors donc la guillotine, la guerre de Vendée, le général Carrier faisait mettre les prisonniers dans des péniches et ensuite il les coulait au milieu du fleuve. Enfin, il y a eu toutes sortes d'atrocités concernant la Révolution Après, ça n'a pas française. terminé à la place de la grève, la guillotine. La guillotine a changé plusieurs fois de suite à cause justement des protestations des habitants du quartier. Ouais, Elle a ça été à gênait, la ouais. Nation, elle a été à la Concorde, et ensuite ils l'ont refilé dans je ne sais plus quelle autre place, parce que tout le monde était en colère. Et alors donc tous ces détails atroces, c'est aussi bien sûr la prise du palais des Tuileries le 10 août 1792, où là on atteint le sommet de l'horreur, c'est lorsqu'il y a eu la chasse aux vers de Suisse. Dans les jours qui ont suivi, au marché, on a vendu de la viande humaine, de la bonne viande de Suisse. Et le pire aussi, Ils ont mangé des petits Suisses alors. Oui, ils ont mangé des petits Suisses, oui, c'était de la cagnotte. Et il y a eu aussi une autre atrocité, c'est-à-dire qu'on a confectionné des vêtements avec de la peau de Suisse. On a confectionné des pantalons, on a confectionné des gilets, on a confectionné aussi des élégants porte-monnaies. Et ainsi que des boîtes à cartouches. C'est pour ça que la Suisse est un endroit où on met de l'argent maintenant actuellement. Oui, le porte-monnaie en compte suisse. Donc, tous ces détails ont été racontés par le général Yan Shikai à la famille royale. La famille royale, en fait, bon, il y a un petit garçon gentil comme tout. Il y a eu un film d'ailleurs, Le Dernier Empereur, il n'a que 6 ans. Et donc il est facile d'impressionner. Et il y a sa mère, qui est une jeune femme, sympathique, intelligente et très sensible. Alors lorsqu'il lui a raconté la guillotine à roulettes, le génocide de Vendée, et la peau de Suisse et la viande du marché, etc., elle a été complètement terrifiée. Et donc il a été très facile d'obtenir l'abdication, qui a été officielle. Elle a fait venir tous les mandarins et tous les eunuques sont des très très hauts fonctionnaires, extrêmement cruels d'ailleurs. Et donc devant tout le monde, elle prononce le mot abdication, qui sème la panique. Après le palais royal, la cité interdite devient complètement vide.
Et là, le général Yan Shikai, et donc il y aura plusieurs modèles de pièces qui le représentent. Il est donc le deuxième président de la République de Chine. Et alors, comme on dit, le pouvoir rend fou. Ce qui va se passer, c'est que, étant donné qu'il s'aperçoit que le docteur Sun Yat-sen est un peu en mauvaise santé, sa mauvaise santé, c'est tout simplement, comme c'était un jeune médecin très enthousiaste, il s'est passionné pour les découvertes du début du siècle, notamment la radiographie. Et le docteur Sun ne savait pas que quand on fait des radios, il faut se protéger par un bouclier. C'est-à-dire qu'il faut faire dans le bouclier en bois, on place des plaques de plomb à cause de la radioactivité. Et c'est comme ça que bêtement, il va attraper le cancer. Et il va donc mourir non pas empoisonné, ni assassiné. Plusieurs fois, on essaiera de le tuer, notamment la police secrète royaliste, qui le déteste particulièrement. Et à chaque fois, il réussira à s'en tirer, notamment parce qu'il a toujours sur lui le célèbre pistolet mitrailleur allemand offert par des frères francs-maçons américains. Et donc, il mourra bêtement du cancer et d'épuisement. Et donc, il est affaibli au cours des années. Le général Yan Shikai sait que justement qu'il peut compter sur l'épuisement de Sun Yat-sen. Il va se faire nommer empereur à la place de l'empereur. Ce qui va déclencher une colère inimaginable de la part de tous ses amis. Le meilleur Yan Shikai, dans le privé, est un homme plutôt sympathique vis-à-vis de ses amis. Un homme lunatique. C'est-à-dire quand il déteste quelqu'un, il déteste, et quand il aime bien quelqu'un, il le comble d'honneur au cadeau. C'est un homme un petit peu bizarre. Donc, comme je l'ai dit, il est très attiré par les beaux jeunes garçons efféminés, etc. Alors qu'il est marié et qu'il a des enfants. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un bisexuel. Et c'est aussi un bon vivant dans le privé. Il aime bien organiser des fêtes familiales, etc. Et donc, cet homme va perdre tous ses amis lorsqu'il décide de devenir empereur. Alors, on estime pour certains que c'est le caprice d'un vieil homme gâteux. D'autres disent que c'est un acte de folie. De toute façon, dans tous les cas, il se retrouve complètement isolé et au bout de quelques jours, il sera forcé donc d'envisager sa propre abdication et il mourra. Alors il y a différentes versions, soit il est mort seul et isolé de tous et lui-même de maladie aussi, ou alors d'autres disent qu'un étudiant aurait fait le mur et lui aurait balancé un coup de couteau. Et on sait qu'il est mort d'hémorragie, mais on ne précise pas si c'est suite à une maladie ou si c'est suite à un attentat par un étudiant. Là, il aurait trop abusé d'un jeune qui n'aurait pas voulu porter plainte, mais qui se serait fait justice lui-même. Pour une autre version. Il y a aussi le fait que lorsqu'il s'est fait nommer empereur, ça a déclenché bien sûr des émeutes, et il n'a eu aucun scrupule à dire n'hésitez pas à tirer dans la foule. Et comme il a un matériel moderne, puisqu'il a été cofondateur de l'armée de Beiyang, donc il connaît l'inventaire des stocks, il sait très bien ce que c'est qu'une mitrailleuse allemande, un fusil à lunettes, un pistolet mitrailleur, donc il n'hésitera pas à donner l'ordre à ses meilleurs hommes de main de tirer sur les étudiants. Ce qui explique le degré de haine et de vengeance, et aussi le fait que ces officiers sont lucides et ont un très bon contact avec les jeunes, que ce soit les jeunes soldats ou les jeunes étudiants, et donc le fait qu'il ait donné l'autorisation de tirer sur la foule, ça c'est sûr que ça lui a fait peur tous ses amis. Et ça a déclenché, donc il a été forcé d'appliquer à la fin. Ben, merci encore. Encore un autre insigne, mais il est récent, c'est une copie Dr Sun Yat-sen. Et on voit sur le côté différents drapeaux. Là, il y a le mien, drapeau de l'armée de Beiyang. En plus, là, il y a différents drapeaux de différentes sections qui s'étaient révoltées. Dr Sun Yat-sen porte une cravate parce que justement, il y a une anecdote très amusante. La cravate a remplacé la natte. C'est une expression qui est tout à fait exacte, et à la fois humoristique et en même temps très sérieuse, parce qu'il faut savoir que pendant donc 2 siècles de dictature mandchoue, il s'agit de la monarchie Qing, c'est leur nom de famille, ils obligent tous les Chinois à porter une longue natte. Celui qui ne porte pas la natte risque la peine de mort carrément, et donc l'un des premiers actes révolutionnaires sera justement de faire couper sa natte. D'ailleurs, le général Yan Shikai, au départ, donc, quand il est nommé président de la République, beaucoup de personnes grincent des dents en disant on voulait le docteur Sun Yat-sen, c'est lui qu'on a nommé premier président. Puis sort le général Yan. Le général Yan donc explique nous avions un deal secret
entre moi et Dr Sun. Et en plus, je veux vous montrer une bonne volonté. Alors, il fait venir des journalistes du monde entier. Et devant tout le monde, il dit, je vais vous montrer quelque chose d'assez amusant. Et donc, il fait couper sa natte. Et d'ailleurs, si vous allez le long des quais de la Seine, ce qu'on appelle les bikinistes, ils vendent plein de vieilles revues. Et alors, donc, c'est assez controversé. Dans les journaux français, ils utilisent des dessins. Alors, sur le dessin, on le voit en tenue de grand général traditionnel. Il est assis sur une sorte de trône et il fait couper sa natte. Mais d'après d'autres sources historiques, en réalité, notamment il existe des photos qu'on n'a pas retrouvées. Il est en rang uniforme et donc c'est cité aussi dans deux films récents qui ont été payés par le Parti communiste et qui sont tout à fait objectifs. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout communiste, donc le compliment est bien réel. Il y en a un, ça s'appelle Révolution 1911, avec le célèbre acteur Jackie Chan, qui donc commandite son film pour se mettre sa carrière. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Giant. Mais c'est pas celui avec Marilyn Monroe, il n'y aura plus de sonne, c'est à fond chinois. Donc ce sont des films qui datent d'il y a environ 10 ans, une dizaine d'années. Et dans ces deux films, donc, ils sont extrêmement objectifs et ils montrent la situation. Et notamment, ils montrent ça, doit être c'est dans Révolution 1911. Lorsque non, je me demande si c'est pas comment dire. Enfin bref, il est en grand uniforme et donc il fait venir tous les gens du monde entier et il dit à un de ces jeunes lieutenants, prends ton temps, que tout le monde en profite. Et donc ensuite, il agite, donc il se retrouve avec les cheveux. Et alors donc il y a des journalistes qui disent cette phrase historique. Oh mon général, comme vous avez l'air jeune, et l'autre nous répond en riant, vous n'êtes qu'une petite flatteuse. Enfin bref, celui organise un cocktail et il se montre devant tout le monde en montrant ses cheveux longs. Il a les cheveux encore plus longs que les Beatles. Donc c'est pour vous dire la mentalité du bonhomme qui est assez imprévisible. Par moments il est super sympa et par moments il peut se montrer d'un égoïsme particulier. Et c'était tout à fait donc, dans son époque et le caractère du personnage. Et alors en ce qui concerne la natte, donc le docteur Sun Yat-sen, quand il est médecin, il porte une natte, parce que c'est obligatoire. Et à un moment, donc, à cause de ses activités révolutionnaires, il y a des gens qui l'ont suivi et qui ont réussi à le prendre en photo. Et ses amis lui disent, au syndicat des étudiants, il faut absolument que tu changes de look. Et alors donc, il se laisse pousser une moustache à l'européenne. Et aussi, il fait couper sa natte. Et donc, il se prend un costume à l'européenne, alors que les Chinois, à cette époque, portent une espèce de robe avec un gilet. Et alors donc, lui, il porte un costume une cravate. Et alors donc à cette époque, il y a des gens qui portent un nœud papillon, c'est la grande mode de nœud papillon, il y a différents modèles de nœud papillon d'ailleurs, et il y a aussi l'arrivée des cravates. Lui choisit la cravate, qui ressemble à une natte. Ce qui ressemble justement à une natte, c'est un petit clin d'œil qu'il lance à ses militants. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs qu'actuellement il y a des loges maçonniques qui se réfèrent à Sun Yat-sen et qui utilisent son nom. Et on les reconnaît parce que ce sont des francs-maçons qui portent une cravate, la cravate qui a remplacé la natte, alors que d'habitude les francs-maçons anglais, par exemple, ainsi que certains francs-maçons français, portent un nœud papillon, qui est en général, quand quelqu'un porte un nœud papillon au jour d'aujourd'hui, puisque c'est démodé, en général c'est la preuve que la personne est très certainement maçonnique. Mais par contre la cravate à l'époque était portée... voilà. C'est intéressant. La cravate a remplacé la natte. En fait, actuellement, les francs-maçons en France portent des nœuds papillons. En général, ils portent des nœuds papillons, sauf au Grand Orient de France. Au Grand Orient de France, les francs-maçons ont pour habitude de porter une cravate parce qu'ils considèrent que c'est moderne. D'ailleurs, le président Salvatore Allende, qui était de gauche, portait une cravate. La cravate, Lénine portait une cravate. Jusqu'à présent, Lénine n'était pas du tout franc-maçon. Si vous voulez, je vous propose de non, faire... continue à parler, moi ça m'intéresse. En fait, il m'a expliqué tout à l'heure l'origine du drapeau. Ah, il m'a déjà expliqué ça. Vas-y, explique-le, l'origine du drapeau, c'est quoi? Le drapeau, Allez, je te laisse c'est une armée avec lui. d'océan.